J'ai découvert le monde parisien avec des gens qui sortent de très très grandes écoles, avec tous les codes sociaux de Paris. Et j'avais lu un livre de développement personnel, ça s'appelait pas comme ça il y a 15 ans, mais c'est vrai qu'on conseillait un petit peu de dire, au sein d'une entreprise, si vous pouvez trouver quelqu'un avec qui vous avez des affinités particulières, et si vous avez la chance que ça matche, c'est quelqu'un qui peut vous faire progresser. Personnellement, progresser au sein d'une organisation. Et voilà, faites confiance aux gens que vous rencontrez et peut-être que vous trouverez un mentor. Trouvez une personne qui va vous accompagner, qui va vous faire déchiffrer ce monde de l'entreprise, vous orienter, prendre de la hauteur quand il faut en prendre. Romuald, bienvenue sur Parcours Santé Podcast. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci Vincent. Merci à toi Ravi pour d'être là. merci pour ta présence, Romuald. Alors, j'ai une question que j'aime beaucoup poser à mes invités. Comment est-ce que tu te décrirais à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi? Écoute, j'hésiterais entre dire que je suis peut-être entre un alpiniste et un boxeur. Alpiniste parce que quand je me retourne un petit peu et que je regarde tout ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années, j'ai gravi pas mal de sommets. Maintenant, je suis absolument pas alpiniste dans la vraie vie, donc j'irai pas du tout sur ce terrain-là. Boxeur parce que je me suis pris pas mal de coups et qu'il a fallu se relever, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro, bien évidemment. Mais on continue. Et après, plus sérieusement, je pense que si je devais me définir, peut-être que je prendrais l'exemple d'un livre, et peut-être plus précisément un livre de science-fiction où on écrit les pages, on écrit les chapitres. Et comme j'ai la chance d'évoluer et d'avoir cette affinité pour le monde de la santé, et d'avoir participé à la création et créer des choses qui restent et qui resteront dans le domaine de la santé. Voilà comment je me décrirais peut-être un peu en quelques lignes. Ouais. Alors, je sais que on reçoit sur cette chaîne beaucoup de pharmaciens, mais tu n'es pas pharmacien directement. Est-ce que tu pourrais peut-être nous résumer Et ton non, parcours scolaire et nous dire quel type ouais. d'élève tu étais, tout simplement? Eh ben ouais, écoute, moi j'ai un parcours scolaire hyper classique jusqu'en terminale S. Alors j'avais pas d'affinité, étrangement, j'avais pas d'affinité particulière avec les sciences dures, mathématiques, physique. J'étais plutôt un élève moyen bon sur l'ensemble des thématiques. J'hésitais même, j'adore lire, j'hésitais même à faire un parcours littéraire, mais comme ma première passion c'était la médecine, je voulais être médecin, du coup je me suis orienté beaucoup plus naturellement en fait sur le parcours scientifique. Alors je sais qu'on dit plus ça maintenant, mais moi je viens de l'époque où il y avait encore un parcours S, ES et L. Voilà mon parcours. Et donc après, qu'est-ce que j'ai fait après médecine? Après, j'ai eu encore un parcours assez classique, licence de, il y avait des passerelles là, mais licence de biologie cellulaire, master de biologie cellulaire complété par un master double compétence. C'était il y a une quinzaine d'années. C'était les tout premiers masters double compétence en gestion d'entreprise et parcours scientifique avec un parcours scientifique avec un IAE à Rennes et l'université de Rennes. Voilà. Je parle un peu comme un vieux là, mais c'était le tout début. Maintenant, on a essuyé les pots. Hein, on a beaucoup travaillé à implanter ce concept de double compétence pour arriver dans le monde industriel et ce monde de la santé à différents postes, et notamment des postes de chef de produit, qui est un poste que j'ai occupé au tout début de mon parcours professionnel. C'est ce que j'ai pu voir aussi, ton poste de chef de produit. Est-ce que pour toi, cette expérience, du coup, en tant que chef de produit, ça a peut-être été un atout pour son parcours ensuite entrepreneurial? Ouais, je crois. Je crois. Effectivement, c'est un super poste. Moi, je crois que j'ai besoin de comprendre les choses. Et quand je suis arrivé dans le domaine de la santé, bon, je savais rien faire après mes études. Hein. C'est vraiment, il a fallu être un caméléon, être très protéiforme,
absorber les informations, découvrir beaucoup plus spécifiquement et de façon sectorielle ce milieu de la santé. J'avais une affinité parce qu'encore une fois, je voulais être médecin et je voulais avoir un impact dans ce milieu-là. Et après, un peu par hasard, j'ai été chef de produit. J'ai hésité entre une fonction commerciale et une fonction marketing. J'ai eu la chance dans mon stage de fin d'études de Master 2 de pouvoir avoir ce poste-là qui m'a permis de comprendre le milieu. Et c'est un peu le chef de produit. Le chef de produit, il a une vraie dimension de chef d'orchestre, je trouve. On est obligé, pour bien faire les choses, de parler à l'ensemble des fonctions d'une société et des postes dans une société, les différents services. Et c'est une très bonne manière pour appréhender le, le la société, l'essence même de la société, et pouvoir évoluer en son sein. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui m'a permis d'être capable, encore une fois, de parler à toutes les fonctions, des fonctions euh, les plus standards dans une entreprise dont on a énormément besoin, jusqu'aux postes les plus élevés des comités de direction. Euh, voilà, donc ouais, un poste très important, très pivot, très central dans une organisation. D'accord, donc tu as acquis une réelle polyvalence grâce à ce poste alors, à l'époque. Ouais, très, Ok. très, très, ouais, grande polyvalence. Encore une fois, oui, à l'interface de tous les métiers et au service de l'organisation. Alors toi, de ton côté, Romuald, tu as un parcours où la création et la santé, on va dire, se mêlent sans cesse, notamment avec Alvéole. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire ce qui te nourrit, ce désir profond et constant d'entreprendre et d'innover, ça vient d'où? Je crois qu'avant d'entreprendre et d'innover, déjà le monde de la santé, c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai en moi. Le premier poste que j'ai eu chez Ecosens faisait beaucoup écho à ma personnalité, à ma vie personnelle. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai eu l'entretien pour mon stage de Master 2 en discutant pendant des vacances d'été avec des potes autour d'un feu de bois dans un camping. Donc partez en vacances, faites du networking avec vos potes, partez en vacances et discutez boulot même pendant les vacances, surtout pendant les vacances. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Donc moi, je suis allé dans c'était une jeune start-up à l'origine. Je crois que j'ai toujours été attiré par des petites structures très dynamiques. Et en fait, elle répondait à un besoin qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire de pouvoir diagnostiquer des patients atteints de maladies chroniques et notamment de maladies du foie, plus précisément de maladies du foie. Et malheureusement, l'un de mes grands-pères est décédé il y a une vingtaine d'années d'une maladie chronique du foie, maladie génétique. Et donc du coup, ça répondait à quelque chose en disant quelque part à travers ça, voilà, si ça peut aider d'autres personnes, voilà, et ça me permettait de continuer à penser à mon grand-père un peu tous les jours. Ça c'est la première chose. J'ai toujours été guidé un peu comme ça. Et après, Alvéole, c'est venu par des rencontres. C'est venu par des rencontres avec mes mentors et l'envie de monter une société et là de faire un pas de côté par rapport au monde pur de la santé à destination des praticiens libéraux ou du monde hospitalier et de remonter un petit peu d'un cran dans l'innovation en allant chercher dans les sciences de la vie et plus particulièrement en biologie avec une toute autre problématique qui était là plutôt la réduction des tests sur les animaux avec un début il y a 8 ans les prémices de ce qu'on appelle maintenant les approches alternatives pour les modèles in vitro, c'est-à-dire d'être capable en fait de reconstituer en laboratoire un modèle physiologique pertinent qui, on l'espère, d'ici quelques années maintenant, peut-être 5 ans, 10 ans, une dizaine d'années, pour arriver jusqu'au chevet du patient. Donc, cette création,
c'est vraiment à la base une rencontre avec des proches à toi, je ne sais pas, ou des amis à toi? Cette Ouais, c'est ça. fondation? C'était mes mentors en fait. C'est notamment un mentor c'est cette personne qui m'avait euh, permis en fait d'avoir mon premier travail au sein de cette première start-up qui existe toujours, hein, qui est une très très belle boîte de medtech aujourd'hui et qui vraiment a instauré un nouveau standard dans la détection, dans le diagnostic. De la fibrose hépatique et maintenant des maladies métaboliques qu'on appelle NASH. Je ne sais pas si je pense que toi, en tant que pharmacien, t'en as pas mal entendu parler. Et donc ce mentor, en fait, quelques années plus tard, on a continué à se suivre. Il a suivi mon évolution à travers un autre poste intermédiaire que j'avais pris entre-temps. Il est revenu vers moi en me disant, voilà, j'ai monté une structure qui va aller chercher des projets dans les sciences de la vie. On va jouer ce rôle d'entrepreneur, on va prendre la technologie, amener avec nous le fondateur scientifique et mener en fait monter l'entreprise et mener l'histoire de cette entreprise depuis l'industrialisation du produit, donc le passage d'une technologie de laboratoire à un prototype, un produit qui puisse être commercialisé et ensuite lancer l'aventure de la société. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai rencontré le cofondateur scientifique, où j'ai bien évidemment suivi mon mentor et où on s'est lancé dans cette aventure en 2016. 2016. Tu nous parles de mentor là depuis le départ. Comment est-ce qu'on peut trouver déjà un bon mentor et comment le trouver? Je veux dire, c'est quelque chose que tu ressens quand tu nous parles de mentor ou Alors, avec une personne? quand je suis arrivé à Paris, parce que moi je suis monté de ma province, j'avais un peu l'impression d'être Eugène de Rastignac, ce personnage de la comédie humaine de Balzac, et j'ai découvert le monde parisien avec des gens qui sortent de très très grandes écoles, avec tous les codes sociaux de Paris. Euh, et j'avais lu un livre un peu de développement personnel, ça s'appelait pas comme ça il y a 15 ans, mais c'est vrai qu'on conseillait un petit peu de dire, bah, au sein d'une entreprise, si vous pouvez trouver quelqu'un avec qui vous avez des affinités particulières, et si vous avez la chance que ça matche, euh, c'est quelqu'un qui peut vous faire progresser, peut vous faire progresser personnellement, progresser au sein d'une organisation. Et voilà, faites confiance aux gens que vous rencontrez, forcez-vous à rencontrer des personnes au sein d'une organisation et peut-être que vous trouverez un mentor. C'est quelque chose d'assez structurant, même de très structurant dans ma vie professionnelle. Mais en fait, je crois qu'elle est structurante, mais elle est structurante dans notre vie personnelle aussi. Votre meilleur ami, qui est peut-être considéré comme un mentor, une figure paternelle, ton grand-père, voilà. Donc finalement, en fait, on ne reproduit dans une structure que ce que l'on a dans la vie de tous les jours. Donc pour toi, ce mentor, c'est un collègue que tu as rencontré dans une ancienne entreprise quand tu étais chef de C'est produit, ça. c'est ça? D'accord. Non, c'était même plus que ça. C'était le PDG de la première société. C'est lui qui m'a offert mon premier travail. Et j'ai eu la chance dès le départ, en tant que chef de produit, alors plutôt dans la partie de mon stage, de travailler avec lui, en fait, pendant quasiment 3 mois. Et de mettre en place, en fait, le business model de la startup, de travailler sur tout ce qu'on appelle les profondeurs marché, et de calculer de mettre en place les BP pour la diffusion de ce premier produit qu'ils avaient lancé peu de temps avant que j'arrive. C'est quelque chose que aujourd'hui j'essaye de transmettre aux personnes qui travaillent avec moi. Trouver une personne qui va vous accompagner, qui va vous faire déchiffrer ce monde de l'entreprise, vous orienter, prendre de la hauteur quand il faut en prendre. Très souvent, quand on est jeune, même quand on veut bien faire, ou même voilà, on a la tête dans le guidon, on essaye de travailler, de montrer qui on est. Voilà. Prenez quelqu'un allez boire des coups avec lui. Voilà, prenez du temps à la machine à café.
et échanger sur sa vision du monde du travail, son parcours. Non, bien sûr, mais je pense que ça peut être pas mal quand même de se dire oui, j'ai quelqu'un sur qui compter et je suis pas seul, surtout dans l'entrepreneuriat. Je pense que ça rassure aussi, non, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que si tu reviens dans le monde de l'entrepreneuriat, plus spécifiquement, c'est un monde que j'ai découvert donc, en 2016. Alors j'avais pas autant de cheveux blancs en 2016. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit c'est le jeu des montagnes russes permanentes. Tu alternes par des phases de surexcitation avec des phases où tu veux tout plaquer, où par moment t'as même plus envie de voir les gens avec qui tu travailles, tu sais plus comment avancer, tu sais plus par quel bout prendre les choses, et du coup être accompagné, parler, c'est indispensable, indispensable. Donc, pour toi, pour réussir, faut être bien accompagné, surtout dans l'entrepreneuriat d'une certaine manière. Ça me fait Ouais. rire un peu ta règle des 3D. Le fait de passer par tous ces états un peu émotionnels, est-ce que tu penses qu'on peut se protéger de ça ou pour toi c'est quelque chose par lequel il faut Alors, passer? c'est comme tout, je sais pas. En fait, je ne sais pas. Je, je lis beaucoup de témoignages et je trouve qu'il y en a de plus en plus. Donc, je pense que malheureusement ou heureusement, c'est inhérent à l'entrepreneuriat. Et encore, moi, je suis un entrepreneur de pacotille. Mais oui, se faire accompagner, se faire aider. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de me faire coacher. Ça, c'est encore un autre élément dans la vie professionnelle. Se faire coacher, ça me semble également un prérequis. Si on a la possibilité de le faire, un peu de finance pour le faire, faites-le, foncez, trouvez le bon coach, comme vous trouvez votre bon psy, et faites un bout de chemin avec lui. Faites-vous malmener, parlez de vos faiblesses, surtout de vos faiblesses, laissez aux autres le soin de trouver vos forces, et bossez sur vous. Alors, en parlant d'Alvéole, est-ce que tu pourrais également nous parler peut-être du business model d'Alvéole? Alvéole vend des services, c'est ça? Ça repose sur un service? Non, non. Non? Alors c'est un business model hyper classique. C'est vraiment on a créé un vrai dispositif hardware et donc avec un business model très classique. Donc on vend du hardware, du software, du consommable, des réactifs, un peu de service, mais c'est du service qui est très associé au dispositif que l'on vend. Donc notamment des services de maintenance, des services de formation, voilà, pour prolonger l'expérience client. Et tout ça, on le fait soit directement par une force de vente en direct qu'on a intégré, soit par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un réseau de distribution, où vous trouvez des partenaires à travers le monde avec qui vous contractualisez une relation d'achat-vente et que vous formez et que vous suivez année après année dans le développement de votre business. Et de ton côté, vous êtes exporté à l'international? Vous êtes resté au territoire? On est vraiment sur le monde de la recherche fondamentale, donc très vite, instantanément, le marché est mondial. On doit sortir de la France, c'est beaucoup drivé par les États-Unis et les grandes institutions. C'est un marché, peut-être que je peux juste préciser si ça intéresse quelques personnes, parce que on connaît beaucoup et surtout par rapport à ce que tu fais, le monde de la pharmacie, donc l'industrie pharmaceutique, la molécule, les biotech qui sont associés. On connaît aussi de plus en plus la medtech, vraiment avec ces dispositifs médicaux, parce que par malchance, on peut aller à l'hôpital et rencontrer énormément de dispositifs médicaux, du pansement jusqu'à l'IRM et au scanner, avec une multitude de dispositifs et d'équipements médicaux. Le monde des sciences, du life science, il est un peu nouveau. Il y a une petite vingtaine d'années avec l'essor de la biologie moléculaire. Et là, ces 10 dernières années, on a un vrai essor de la biologie cellulaire. Et donc, avec une multitude de sociétés là, qui ont créé des dispositifs à destination en fait, des chercheurs en laboratoire de recherche académique, type en France, type CNRS. On entend pas mal parler du CNRS. Voilà. Et nous, par exemple, on met notre dispositif dans beaucoup de centres CNRS,
le CEA, l'Institut Pasteur, l'Institut Curie et les grandes universités à travers le monde qui hébergent toutes des pôles scientifiques et notamment des pôles biologiques, donc Harvard, MIT, Stanford, pour les citer aux États-Unis, donc toutes les grandes institutions académiques qui hébergent des chercheurs en biologie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement niché. Donc je ne sais pas, hein, il y a beaucoup de concurrence sur ce marché ou vous avez... 25, à peu près 25 unités de notre système par an. Ça croît régulièrement. On a des belles perspectives de croissance parce qu'on a une vraie plateforme technologique. Et là, par exemple, on a avec des chercheurs de où est-ce qu'ils sont UC Davis, donc sur la côte californienne. C'est très bien le marché, un marché mondial, c'est très bien parce que ça te fait réviser beaucoup ta géographie. Donc à chaque fois qu'on a une affaire, notamment aux États-Unis ou en Chine, j'ouvre ma map et je regarde où se trouvent les villes. Donc ça permet de faire un peu de géographie. Et donc avec ces chercheurs-là, on a trouvé une application sur le monde des semi-conducteurs organiques. Voilà, qui est un marché qui est en expansion et qui est assez prometteur. Donc pour toi, le fait qu'il n'y ait pas de concurrence, ça peut être une bonne chose, mais il y a aussi le revers de la médaille, un peu en mode on se challenge peut-être un peu moins, c'est ça, vu qu'il y a moins de concurrence. Peut être une très bonne chose à partir du moment où tu vas vite sur ton secteur et que tu prends la place tout de suite, que tu la préemptes et tu ne laisses personne rentrer ensuite sur ce secteur, que ce soit parce que tu as un avantage technologique unique, parce que tu mets en place une politique d'expérience client unique et que personne ne viendra détrôner. Là, en l'occurrence, pour l'expérience d'Alvéole, on a créé quelque chose de scientifiquement hyper intéressant. On a créé quelque chose qui plaît aux chercheurs et aujourd'hui, c'est une vraie rupture. On a pour habitude de dire dans ce milieu-là que on a créé une... On y Vous y travaille. travaillez, ah, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et de ton côté, si maintenant, je sais pas, tu sais, je te donnais là, ce pouvoir, cette possibilité de retourner dans le passé et toujours entreprendre, on reste dans cette vision un peu entrepreneuriale, comment est-ce que tu ferais déjà pour trouver un bon projet avec ton savoir actuel et comment est-ce que tu créerais une équipe qui fonctionne? Le bon projet, c'est celui en lequel tu crois. Et je pense que c'est bien de le faire à deux et de rencontrer la bonne personne pour mener ce projet-là. Tu vois, j'ai eu une réflexion il y a quelques temps où, avec le cofondateur scientifique d'Alvéole, et on se disait, tu vois, depuis qu'on est môme et depuis qu'on est à l'école, on promeut l'excellence individuelle. Et en fait, je lui disais, tu vois, moi je trouve que c'est une énorme connerie ça, parce que en fait, depuis que t'es gamin, t'avances, enfin en tout cas moi c'est comme ça, t'avances oui bien sûr tout seul, mais il y a toujours quelqu'un qui te suit, t'as toujours ton meilleur pote qui veut faire la même chose que toi, ou tu prends toujours en exemple un autre ami qui est toujours un peu meilleur que toi, et tu te dis, ah, ça serait bien quand même si je pouvais lui ressembler, ou si je pouvais faire aussi bien que lui, voilà. Et en fait tu avances comme ça, enfin moi j'ai beaucoup d'anecdotes où j'ai avancé main dans la main avec beaucoup d'amis tout au long de ma vie personnelle. Et je pense que dans la vie pro, c'est pareil. Donc, le bon projet, c'est celui auquel tu crois. Si tu as des convictions, si ça, si ça fait bouger quelque chose en toi, si tu veux avoir de l'impact, si tu veux donner du sens à ta vie professionnelle, le faire avec une bonne personne, par bonne personne, meilleure que toi. Ça, c'est toujours important. C'est peut-être quelque chose qu'on dit un peu trop facilement, mais oui, ne jamais avoir peur de s'entourer par bien meilleur que soi, euh, parce que c'est la meilleure façon d'avancer. Et justement, ces gens-là te confronteront à tes faiblesses et te permettront de t'améliorer. Et puis, comment faire fonctionner une équipe? Ça, c'est un savant dosage. Quand tu parles d'équipe, c'est si tu montes, tu fais ton projet, puis tu montes toute l'équipe qui bosse avec toi. C'est ça, étape après étape. Eh ben, bah, je sais pas. Moi, j'ai eu la chance de recruter, et d'avoir des super collaborateurs, même si c'est pas facile tous les jours. Moi, je marche énormément au feeling. Moi, je m'écoute énormément.
Je me fous des compétences sur le CV. Moi, je veux voir les gens, je veux leur parler, je veux les regarder dans les yeux, je veux prendre un café avec eux, et je veux voir tout ce qui dégage. Et si ça résonne en moi, et si, à contrario, les gens sont séduits par le projet et par la personnalité de la personne qui le porte, alors c'est gagné. Le tout avec beaucoup d'humilité, beaucoup de travail, comme je te le disais, et beaucoup de gentillesse. C'est un mot galvaudé, c'est un mot qui peut paraître dans le monde dans lequel on vit gnangnan. Je sais pas si on dit gnangnan aujourd'hui, peu Si, si, importe. si, c'est encore d'actualité. Mais ouais, gentillesse, gentillesse. D'accord, J'ai ok, pas ok. utilisé bienveillance, hein. J'en ai un peu assez de ce mot. J'utilise volontairement le mot gentil, être gentil et être à Ouais, l'écoute des gens. d'accord. Bah écoute, moi je te remercie beaucoup Romuald pour ce partage, ton temps. Je Bah, sens merci que à toi, Vincent. Merci Romuald, je sens que tu étais sincère à travers cet épisode. Je pense également que ton parcours, qu'il soit entrepreneurial, mais également ta vision un peu personnelle des choses, sauront captiver nos auditeurs. Alors pour ceux qui J'espère. souhaitent, ah bah oui, Ouais. et pour ceux qui souhaitent aussi en savoir plus sur le parcours de Romuald et Alvéole, je mettrai en description tous les liens qui les concernent en description. Merci pour ta sympathie Romuald. Passe une belle soirée. Bonne soirée, Vincent.